Bonjour à tous. Les participants arrivent petit à petit. Je vois le compteur monter. Je vais laisser tout le monde arriver avant qu'on se lance dans la présentation. Donc, bonjour à tous les arrivants. Ravi de vous accueillir pour webinaire, ce nouveau webinaire Connection Leadership sur la transition écologique. Vous devez voir mon écran en ce moment. On va attendre encore 2 minutes avant de commencer. Vous avez effectivement le chat, comme vous a montré l'exemple à l'instant, Iliane, qui vous est ouvert à tous. N'hésitez pas à poser des questions pendant toute la durée du séminaire, du webinaire, pardon. Vous avez libre parole sur le chat de l'application Zoom pour poser toutes vos questions. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Donc, on accueille encore quelques personnes. J'attends encore une minute et puis on va lancer ce webinaire sur la transition écologique, vos webinaires de Climate Leadership. Donc, je vais lancer le diaporama et puis on va pouvoir commencer la présentation si vous êtes d'accord, messieurs. Donc, euh, moi, je suis Alexandre Cornu, je suis ravi d'animer aujourd'hui ce webinaire avec vous, nouveau webinaire de Connection Leadership sur les enjeux de la transition écologique. Donc, je suis en charge du département au sein de Connection Leadership, département Climate Leadership, donc qui s'occupe des enjeux de transition écologique et de RSE. Je vous en dirai un petit peu plus dans les minutes qui viennent. Et on est aujourd'hui en ligne avec nos deux experts, Jérôme Cuny et Iliane Moundib. Bonjour, bonjour à tous. Jérôme Cuny, ancien chercheur en océanographie physique, entrepreneur, et aujourd'hui je travaille sur la transition écologique et même plus précisément sur l'idée de redirection écologique, et j'essaie d'accompagner les entreprises qui essaient de se transformer en profondeur, allant même jusqu'à changer leur modèle d'affaires et leur fonctionnement interne et externe avec les fournisseurs et les clients. Et je vais vous en toucher quelques mots aujourd'hui. Et bonjour à toutes et tous. Moi, de mon côté, c'est Iliad Moundib. Je suis ingénieur de l'École centrale de Lyon et je suis également titulaire d'un master de physique de l'Imperial College. Et moi, je travaille depuis le début de ma carrière professionnelle sur l'accompagnement des entreprises dans la problématique climat-énergie au sens large et en particulier sur les questions de risque climatique et d'adaptation. Dans ce cadre, je suis professeur pour la plateforme Sator.fr qui propose des formations longues sur tous les enjeux liés au savoir et aux transitions de demain. Je suis également membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau et j'ai des activités de conférencier et de consultant indépendant actuellement sur tous ces enjeux liés à l'adaptation et à la résilience climatique en général. Et je serais ravi d'animer toute la partie de ce webinaire beaucoup plus consacrée aux risques climatiques et à l'adaptation des entreprises face à l'irréversibilité climatique et à tous les enjeux systémiques que cette question pose. Excellent. Merci à tous les deux pour vous être présentés. Donc, assez rapidement, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais faire une petite présentation de la vision de la transition écologique par Connection Leadership, que certains d'entre vous commencent à avoir l'habitude de voir sur ce cycle de webinaires, puisque ce n'est pas le premier cette année, et, euh, et d'autres pour qui c'est un peu nouveau. Pour rappel, tout au long de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, la discussion est ouverte à tous, donc posez vos questions. On y reviendra soit en direct, soit en fin de chaque partie.
sachant qu'il y aura 2 à 3 parties dans ce webinaire. Donc pour avancer un petit peu dans le concret sur Connection Leadership, bah, c'est un cabinet qui est spécialiste de la transformation. On est un cabinet qui accompagne les transformations de façon holistique. Ça veut dire qu'on intervient à la fois sur les enjeux techniques et sur les enjeux humains, puisque pour pérenniser des changements dans une entreprise, dans une organisation, l'aspect humain est vraiment au centre des changements. Il s'agit de changer des comportements, changer des habitudes, des façons de travailler, voire changer des modèles économiques. Et pour ça, il faut travailler à la fois sur l'aspect technique, évidemment. Donc, on a une business unit sur la transformation digitale. On a une business unit plus sur les questions de RH, une business unit sur les questions de coaching à destination de l'ensemble de l'entreprise, donc plus de leadership. Et puis des business units aussi plus liés à la taille de l'entreprise, comme la Unicorn Factory, par exemple, accompagne des startups et scale-up ou des fonds d'investissement. Euh, et puis Climate Leadership, évidemment, donc, qui accompagne la RSE et la transition écologique au sens large. Donc, le but, c'est euh, d'intervenir à travers toute la France avec un peu plus de 150 experts aujourd'hui dans le réseau Connection Leadership, dont font partie Iliane et Jérôme ici présents aujourd'hui, qui sont formateurs, coachs, consultants généralement avec plusieurs cordes à leur arc et avec, pour certains, la double compétence de consultant et coach, ce qui permet de conduire à la fois des transformations sur les enjeux techniques et donc sur les enjeux humains, comme je le disais juste avant, donc, qui fait partie de l'ADN Connection Leadership. Alors pourquoi on parle de transformation holistique pour la transition écologique? Parce que peut-être encore plus que les autres sujets de transformation, c'est là aussi un sujet qui mélange des besoins en compétences techniques et en compétences humaines, parce que c'est une transformation profonde et dans la durée des organisations qui est demandée, parce que ça repose sur des ressorts très ancrés de la société, de la façon dont les organisations fonctionnent aujourd'hui, et sur lesquels donc il y a un enjeu à intervenir à la fois sur l'aspect technique, puisque on ne s'approvisionne pas expert en décarbonation, par exemple, comme peut l'être Iliane, euh, ou ingénieur en transition énergétique, mais on ne s'improvise pas non plus en expert du changement, et pour ça, il s'agit de savoir s'adresser aux émotions qui vont être des des leviers de changement, des points sur lesquels s'appuyer pour initier le changement dans les entreprises et puis pour pouvoir les pérenniser. Pourquoi on a fait ces webinaires? Juste un petit rappel, et puis après je vous laisse la parole, Jérôme et Iliane. C'est toi qui initieras le, le, le vif du sujet, Jérôme. Pourquoi on a fait ces webinaires mensuels? C'est parce que bien souvent, les entreprises ne savent pas forcément par où commencer quand il s'agit de commencer à mettre en place des actions pour la RSE ou pour la transition écologique. On ne sait pas par où commencer non plus lorsqu'on va traiter un sujet bien particulier de de cette transition, que ce soit la décarbonation, que ce soit la gestion de la biodiversité ou encore mon impact sur les eaux, eh bien, dans chacun de ces cas, c'est parfois difficile de savoir comment commencer. Et donc, l'idée de ces webinaires, c'est de donner à chaque fois une idée de début d'action, donner des exemples aussi concrets, puisque ça aide aussi à savoir qu'il y a des exemples qui marchent. De savoir qu'il y a des recettes, entre guillemets, pas toutes faites, mais des recettes qui ont pu marcher dans d'autres entreprises et donc de savoir que, il y a des routes à suivre et que tout le monde peut le faire. Voilà pourquoi on a lancé ces webinaires et pourquoi on va continuer de le faire, pardon, mois après mois, afin de vous donner quelques idées. Et donc, Jérôme, je vais te laisser la parole pour la suite, si tu veux, pour présenter finalement comment on peut mettre en place des outils et mettre en place des démarches qui vont aider la résilience de votre entreprise
Et donc, je te laisse donner ta définition. Merci beaucoup, Alexandre. Donc l'idée, comme l'a dit Alexandre, c'est clairement de voir de façon un peu rapide ce midi comment l'idée de s'engager dans une stratégie RSE, responsabilité sociétale des entreprises, peut avoir en fait d'autres avantages que simplement réduire ses impacts environnementaux et entre autres améliorer sa résilience, dont je vous donne une définition très courte et simplifiée, qui est la capacité à surmonter les chocs. Tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Pour remettre un petit peu de contexte que tout le monde connaît et pourquoi j'utilise cet angle de la résilience, c'est que ça a toujours été vrai, mais particulièrement depuis 4 ans, on a un peu une accélération d'un enchaînement de crises, à commencer par la crise du Covid-19, les suites de la crise qui a créé des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et qui a généré pas mal d'inflation, la guerre en Ukraine qui cette fois a généré des tensions sur l'approvisionnement en énergie avec des coûts qui ont explosé et qui, même s'ils ont baissé aujourd'hui, le rapport Draghi récemment publié nous a montré que l'énergie reste 2 à 3 fois plus chère en Europe aujourd'hui qu'en Chine ou aux États-Unis. Et puis je vous rajoute même peut-être un petit élément qu'on a en partie oublié mais qui n'est pas du tout réglé, c'est qu'il y a depuis plusieurs mois, voire presque 1 an et demi maintenant, des attaques en mer Rouge, qui est un des passages principaux du transit logistique marin et qui pose énormément de problèmes. Donc en fait, on se retrouve avec une multiplicité de crises qui créent des tensions dans le fonctionnement d'une entreprise, même quand elle était bien installée. Slide suivant, s'il vous plaît. Un point important que je veux mettre en avant, c'est que ces crises qui s'accumulent, qui semblent s'accumuler depuis 4 ans, en fait, font partie d'une dynamique plus large. Typiquement, la tension sur l'énergie dont je vous parlais avec la guerre en Ukraine, en fait, vient se rajouter dans une dynamique déjà entamée depuis un moment, qui sont les tensions en approvisionnement en énergie fossile de l'Europe. L'Europe a en fait peu de producteurs de pétrole, à part principalement la Norvège et un petit peu l'Écosse. Et donc, s'approvisionne énormément hors de l'Europe. Et aujourd'hui, plus de 50% des pays qui fournissent du pétrole à l'Union européenne ont passé leur pic de production. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole, ça veut juste dire que leur production va baisser. Et donc, on rentre potentiellement sur des tensions. Dans le secteur industriel, c'est parfois plus le gaz, même qui est important que l'industrie. Mais le gaz suit à peu près la même dynamique avec un léger décalage dans le temps. Donc, ces crises récentes ne sont pas ponctuelles, elles font partie d'une dynamique plus large. Et on voit la même chose sur le sujet des matières premières. Oui, il y a eu des tensions d'approvisionnement pendant le Covid à cause des attaques dans la mer Rouge et autres. Mais en fait, depuis plusieurs années, l'Union européenne a compris qu'elle avait une dépendance complète ou très forte, en tout cas, au reste du monde en matières premières. Et dès 2017, et elle fait des mises à jour régulières, elle étudie différentes matières premières qu'elle considère comme critiques. Et dans sa dernière étude de 2020, sur 83 matières étudiées, 30 d'entre elles étaient considérées comme critiques, c'est-à-dire l'Union européenne aurait du mal à s'approvisionner dans ces matières. On voit par exemple au passage qu'il y a le lithium, matière essentielle pour fabriquer des batteries aujourd'hui. Donc c'est tout sauf anecdotique et c'est une dynamique à nouveau qui était en marche bien avant la crise du Covid-19. Alors la question qui vient avec ça, c'est crise qui s'accumule, récente, mais dynamique générale aussi avec des tendances claires qu'on observe avec tension sur l'énergie et tension sur les matières premières, et tout ça dans un cadre général de limites planétaires, donc de pression sur l'environnement qui deviennent beaucoup trop fortes et qui nous posent des problèmes dans le fonctionnement général de la société et entre autres les entreprises. Comment est-ce qu'elles peuvent devenir plus résilientes? C'est-à-dire être capables d'assurer leur pérennité avec ces crises qui se multiplient et une tendance générale de rareté de certaines ressources. Et en fait, la RSE peut être un prisme très intéressant. C'est pas toujours sous cet angle-là qu'on le voit, mais c'est celui sur lequel je veux insister. C'est que au-delà d'améliorer, en réduisant vos impacts sur l'environnement, améliorer l'activité de l'entreprise, la RSE peut aussi permettre de rendre l'entreprise plus résiliente en réduisant ses risques d'approvisionnement, être en avance sur ses concurrents, parce qu'en fait, beaucoup de gens parlent de RSE, mais le niveau d'engagement reste quand même pas très fort en moyenne, donc il y a encore de l'avance à prendre potentiellement sur ses concurrents, et aussi améliorer son image, et comme vous le verrez, on peut aussi faire des économies en adoptant une approche RSE sur sa production et sur son activité, au-delà de juste, si je peux me permettre d'être un peu cynique, de planter des arbres. Slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Un premier point très rapide, être en avance sur ses concurrents.
En parallèle des crises dont je vous ai parlé, en fait, on n'est pas resté assis sur nos chaises et au niveau européen et au niveau français, il y a un certain nombre de législations qui ont été mises en place. Et comme vous le voyez, si vous regardez rapidement cette chronologie, en fait, les législations ne font que s'amplifier et se multiplier. Et la tendance va clairement être à une accélération dans les années qui viennent, d'autant plus que l'Europe s'est fixé des objectifs très ambitieux, comme une réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. En fait, aujourd'hui, une entreprise qui est attentiste prend un énorme risque parce qu'elle peut subir ces nouvelles législations qui tombent de plus en plus rapidement en n'étant pas du tout prête à les gérer et les intégrer dans son fonctionnement. Donc aujourd'hui, s'engager dans une transition écologique et une stratégie RSE, en fait, c'est agir pour ne pas subir dans les années qui viennent. Slide suivant. Donc, les leviers qui peuvent être à notre disposition sont multiples. Je vais en parcourir quelques-uns dans notre temps ici. Entre l'idée de se replonger dans ses produits, essayer de potentiellement de réduire son catalogue, optimiser sa production, repenser son modèle d'affaires ou s'inscrire dans l'économie circulaire. Théoriquement, il faudrait faire en fait pratiquement tous ces éléments, mais choisissez-en potentiellement un ou deux qui sont les plus pertinents pour vous et par où vous devriez commencer. Mais comme je leur dirai à la fin, soyez très ambitieux et acceptez de remettre en cause le statu quo dans le fonctionnement de votre entreprise. Donc, si on se penche sur les produits pour commencer, on arrive sur le concept, l'idée d'éco-conception, c'est-à-dire créer un produit ou repenser son produit en prenant en compte tout son cycle de vie, c'est-à-dire les matériaux intrants de la fabrication, la façon dont vous fabriquez, le modèle d'affaires euh, et la fin de vie du produit. Et là, je vous donne un exemple, Decathlon, cette doudoune qu'on a beaucoup vue à une époque, qui était un de leurs produits phares sur lequel ils ont travaillé pour s'apercevoir que la plus grosse problématique était en fait la doublure intérieure. Ils ont changé la méthode de teinture et ça leur a permis en plus au passage de réduire le volume de la doudoune. Résultat par l'analyse de cycle de vie, moins 40% sur les émissions de CO2, moins 66% sur les émissions de particules fines. Étant donné que la doudoune avait un volume réduit, ils ont pu augmenter le nombre de produits par carton et donc réduire le nombre de transports. Donc vous avez même eu une réduction des émissions de CO2 indirectes, simplement en se replongeant dans le produit. Alors simplement, ça reste un travail significatif, mais se replonger dans ces produits peut être un point de départ très intéressant qui vous permet de réduire vos impacts et potentiellement aussi, en fonction des matières premières que vous allez choisir, réduire vos dépendances avec des fournisseurs aux quatre coins du monde. Sur la réduction du catalogue, c'est quelque chose que je vois qui est plutôt populaire dans les entreprises quand on le parle, mais pas simple. Souvent, elles enrichissent continuellement leur catalogue à travers les années et ça finit par créer un fouillis où certains produits ont répondu à une certaine niche à un moment et ils continuent de le produire en petit ou moyen volume et finissent par avoir des catalogues qui parfois peuvent manquer un peu de cohérence. Donc la notion de cohérence peut être un bon angle pour approcher cette idée de réduction de catalogue qui, en plus, après avoir simplifié vos produits avec l'éco-conception, simplifier votre catalogue améliore aussi votre résilience puisque vous aurez moins de produits. Et ce n'est pas quelque chose qui paraît délirant, puisqu'une des très grosses sociétés comme Nexans, une société cotée qui est fabricante de câbles de transmission électrique, a réduit en quelques années son catalogue de 30% en regardant les redondances, parce que beaucoup de produits avaient énormément de points communs dans les fonctionnalités, en écartant les produits les moins rentables et aussi en écartant les produits qui n'étaient plus alignés avec leur vision, puisqu'ils souhaitent se concentrer maintenant sur l'électrification et un peu moins sur la communication. 30%, c'est énorme. Je vous complète en vous disant au passage qu'ils sont passés de 17 000 à 4 000 clients. Donc, ils ont réduit des deux tiers leur nombre de clients, mais en réfléchissant à des nouveaux modèles d'affaires avec eux. Donc, en fait, une transformation très profonde. Ils ont accepté de se remettre en cause, réduire leurs impacts et améliorer leur résilience. Pour le cas de Nexans, le gros sujet derrière, c'est qu'ils savent qu'il y a déjà, d'ailleurs, déjà aujourd'hui, une tension sur l'approvisionnement en cuivre. Autre exemple, Mustela, société marque qui appartient à Expansiance et qui a essayé pendant des années d'améliorer leur lingette pour bébé, que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà, mais n'arrivant pas à réduire assez leur impact, ont décidé quelque chose d'assez radical qui était d'arrêter la production et la vente de ce produit. Donc ça, c'est la solution peut-être ultime, mais qui peut être considérée parfois
réfléchir à avoir une cohérence dans son catalogue dans le but d'être aligné avec une stratégie RSE et en même temps d'améliorer sa résilience. Et finalement, en fait, en complément, tout ça est complémentaire, rien ne vient en contradiction et doit être pensé de façon globale et systémique quand vous vous penchez dessus. L'idée de repenser son modèle d'affaires, remettre en cause son modèle d'affaires, d'autant plus s'il est axé sur de la vente au volume. Même si vous améliorez unitairement les qualités intrinsèques et écologiques de votre produit, si vous continuez à augmenter le volume, on est sur une sorte d'effet rebond et vos impacts positifs unitaires seront effacés dans le volume de vente. Donc en fait, on parle souvent de nouveaux modèles économiques qui tendent à tourner ces modèles orientés volume vers des modèles plus serviciels, prenant d'autres formes et qui ne viseraient plus à absolument vendre le maximum de volume, mais donner accès aux produits tout en ayant des bonnes marges. Et ça, c'est un des éléments que je ne vais pas avoir le temps de développer, mais se concentrer sur les marges plutôt que sur le chiffre d'affaires est un axe très intéressant à combiner avec ces nouveaux modèles économiques, dont je vais vous donner deux petits exemples très courts. Le premier, alors vous allez croire que je suis amoureux de Decathlon. Alexandre, si tu peux juste me mettre là. Suivant. Vous allez croire que je suis amoureux de Decathlon, mais il se trouve qu'ils tentent beaucoup de choses chez Decathlon. Ils sont plutôt pionniers et ils prennent des risques et ont des expérimentations. Et typiquement, avec ce programme We Play Circular, ils sont partis de l'idée que énormément de sports ne sont faits que sur des périodes très courtes. Et autre exemple que j'indique souvent en tant que parent, et si vous avez des enfants, ils ont un tout petit défaut, c'est qu'ils grandissent et parfois très très vite dans certaines périodes de la vie. Et donc racheter tous les 6 mois un kimono ou une tenue de basket ou de gymnastique peut vite rapidement coûter cher. Donc Decathlon a proposé de faire une forme d'abonnement de 20 à 80 euros par mois qui vous permet d'emprunter des produits jusqu'à un certain montant, le montant considéré étant celui de la vente unitaire. On est sur ce qu'on appelle de l'économie de l'usage, puisque Decathlon là, ne vous vend plus la propriété de l'objet, mais vous vend l'usage de l'objet, puisque ce qui vous intéresse, c'est d'utiliser l'objet et rarement ou pas souvent d'avoir absolument la propriété de l'objet, d'autant plus si c'est une activité que vous faites euh, de façon irrégulière ou ponctuelle dans l'année. Donc, nouveau modèle qui change plein de choses sur l'idée que ils ne vont plus essayer d'en vendre le maximum. Leur but, c'est d'avoir une certaine quantité de produits et qu'elles soient utilisées par le maximum de gens. Les mêmes produits utilisés par maximum de gens, ce qui amène en amont, vous l'avez compris, qu'on aurait moins besoin de produits puisque on utiliserait tous ou plusieurs d'entre nous la même raquette ou la même paire de palmes en été. Slide suivante. L'idée qui peut être intéressante, comme je vous disais, c'est vraiment d'avoir cette vision systémique. Donc, je l'ai mentionné rapidement en parlant du cycle de vie tout à l'heure. Quand vous vous plongez, vous devez l'attaquer par un bout. Essayer de tout faire d'un seul coup n'est pas simple, mais essayer de s'inscrire dans l'idée de l'économie circulaire a énormément de sens pour améliorer sa résilience. C'est-à-dire quitter l'idée d'un modèle linéaire auquel on est très habitué, extraire des matières, fabriquer, utiliser l'objet, le jeter, et essayer de créer une boucle virtueuse où on essaye d'extraire le moins possible de matières premières vierges pour fabriquer un produit éco-conçu, c'est-à-dire simplifié, qui a le moins d'impact environnemental possible en termes d'extraction de matières premières et d'usage, faire que les clients utilisent le produit le plus longtemps possible ou qu'il soit utilisé par le plus de personnes possible, si on part sur un nouveau modèle d'affaires comme l'économie de l'usage dont je vous ai parlé, et que dès l'éco-conception, le produit soit pensé pour qu'il soit facilement recyclable, ce qui permettrait d'obtenir des matières premières recyclées qui, elles, viendront s'intégrer dans la fabrication pour réduire la quantité de matières premières vierges. Donc, idéalement, une entreprise doit attaquer par un bout ou un autre, hein, le catalogue, son modèle d'affaires, mais rapidement va devoir essayer d'avoir cette vision systémique pour essayer d'avoir une transformation d'ensemble et réellement améliorer sa résilience et donc être moins dépendante des ressources vierges qui viennent peut-être des quatre coins du monde, avoir moins de déchets en finale et donc même avoir moins de dépenses, avoir une fabrication avec moins d'impact, étant donné que, entre autres, les histoires de marché carbone ne font que s'amplifier au niveau de l'Europe et que bientôt aucun secteur ne sera épargné par des coûts supplémentaires au-delà de l'énergie sur les impacts environnementaux de ces produits. Donc, réfléchir
par une certaine entrée, mais rapidement se plonger dans une vision systémique pour voir les connexions entre les différentes composantes de votre activité pour que cette stratégie RSE soit vraiment cohérente et vous permette vraiment d'avoir une forte résilience. Alors, petite question que je vais proposer à notre auditoire. Ce qui nous intéresserait d'entendre, je vous ai présenté quelques petites pistes très rapidement. Est-ce que certains d'entre vous, soit dans votre entreprise, soit en tant qu'accompagnateur, peut-être s'il y a certains consultants dans l'auditoire, est-ce que certains d'entre vous ont suivi, accompagné ou effectué une démarche d'éco-conception, donc revoir vos produits, ou de réduction, rationalisation du catalogue pour essayer de le réduire, ou potentiellement essayer d'accompagner ou de transformer le modèle d'affaires de l'entreprise pour tourner plus vers un modèle serviciel, comme je vous l'ai montré avec l'exemple de Decathlon, qui est passé de l'économie de la vente de propriété à l'économie de l'usage. Et même si votre réponse est non, en fait, ça nous intéresse, puisque ça nous indiquerait qu'en fait, il y a encore beaucoup de chemin et que beaucoup de les personnes sont surtout au début de leur réflexion sur la RSE. Est-ce que vous, si vous voulez prendre 3 secondes pour nous dire ce que vous inspire cette question? Vous pouvez nous partager dans le chat, Oui, dans effectivement. le chat, j'ai pas prévu. Oui, peut-être. Non, non. Vous pouvez pas me parler directement, donc. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires éventuellement sur ce que vous venez de voir et puis vos expériences sur le sujet, comme le dit Jérôme, même si finalement c'est non. Ça permet de rebondir et éventuellement de rendre vivants certains exemples. Donc on a une première personne qui pour l'instant ne l'a pas encore exploré. Merci Marie pour votre participation. Vous pouvez en profiter pour dire pourquoi peut-être vous ne l'avez pas exploré et ce qui vous a bloqué dans ce choix pour l'instant, si c'est un choix ou si c'est simplement une absence de réflexion sur le sujet. Alors, je reprécise dans le chat parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main et qu'on ne pourra pas donner la parole. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. L'icône est au milieu, en bas de la barre d'outils. Ceux qui font peut-être plus des habitudes de Teams que de Zoom, peut-être. Merci Julien, donc, qui partage son expérience chez Longchamp avec une collection Replay faite en grande partie ou en totalité à partir de revalorisation de stocks dormants. Super intéressant. Très bon exemple, merci beaucoup. Ah, avec le lien qui va bien. Super Julien. On a Catherine qui nous dit que les clients veulent faire du plus pour le moment. Et dans son domaine du numérique, l'empreinte est trop invisible. C'est un vrai C'est sujet. Parfois, il y a un vrai certains sujet du secteurs numérique. ouais, où la sensibilisation, le travail de sensibilisation a besoin d'être beaucoup plus fort pour comprendre que c'est invisible, mais tout de même existant, quoi. Merci beaucoup pour ces petits exemples et Longchamp, j'ai immédiatement cliqué dessus parce que je ne connaissais pas cette démarche. Donc, je vais aller regarder ça. Merci beaucoup pour ça. Une Hmm. petite slide de conclusion, Alexandre. L'idée, vous l'avez entendu, je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est qu'il y a plein de points d'entrée possibles dans une stratégie RSE et les gains sont multiples. Bien sûr, vous allez réduire votre empreinte environnementale. Bien sûr, vous allez prendre de l'avance ou vous conformer à des législations qui vont ne faire que se renforcer, mais vous allez aussi potentiellement faire des économies et améliorer votre résilience à la fois économique et en termes organisationnels et logistiques. Mais dans tous les cas, quel que soit votre point d'entrée et votre niveau d'avancement, en tout cas dans vos objectifs, soyez ambitieux. En fait, les demi-mesures, et malheureusement on le voit souvent, les demi-mesures ou les demi-objectifs hein, très mesurés sont un bon moyen de se lancer, mais on s'aperçoit souvent qu'ils s'essoufflent très vite. Donc il faut parfois être très ambitieux, quitte à devoir ne pas aller aussi vite qu'on le voudrait, mais il faut accepter que ça prend du temps, en fait. Et donc démarrer le plus tôt possible. C'est pour ça que être ambitieux, ça ne veut pas dire tout faire demain matin. Ça veut dire
prendre aussi en compte le temps qui sera nécessaire. Juste pour vous donner un exemple, Nexens, énorme société cotée où on peut penser qu'elle a tous les moyens, le projet, les actions dont je vous ai parlé en exemple, la réduction du catalogue par exemple, tout ça a démarré il y a 10 ans. C'était un long chemin où ils ont lancé des analyses de cycle de vie, etc. Donc c'est un long chemin, il faut l'accepter, mais en démarrant le plus tôt possible et en étant ambitieux, nécessairement vous aurez des actions qui ont du sens. Et n'oubliez pas d'embarquer toutes vos équipes, hein. Alexandre l'a parlé, la connexion, ce n'est pas une décision et une stratégie de dirigeant, c'est une décision et une stratégie d'entreprise. Et vous allez avoir besoin d'embarquer toutes les équipes parce que pour être vraiment résilient et ambitieux, vous devrez changer beaucoup de choses. Et si ce n'est pas expliqué et encouragé et embarqué avec toutes les équipes, vous aurez d'autant plus de résistance. Alexandre mentionnait le challenge du changement, parfois quand il est, d'autant plus quand il est aussi profond que ce qui est parfois souvent nécessaire pour avoir une stratégie RSE ambitieuse. Et je remercie Marie qui nous donne en plus des petites précisions sur le secteur de la métallurgie, où on a pu discuter avec des industriels dans l'année 2024 et 2023 avec Alexandre. Donc, on a bien conscience des enjeux, des difficultés dans ce secteur. Voilà, je vous remercie. C'était un petit aperçu général sur comment la RSE peut vous aider à améliorer la résilience de votre entreprise. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces exemples assez parlants et qui, je pense, peuvent donner de l'espoir aussi aux personnes qui ne savent pas forcément par où commencer ou quelle vision aborder pour leur transformation et pour se lancer dans la transition vers des modèles plus durables. Donc ça, c'est de bons exemples. On va repartir un petit peu en arrière au début avec Iliane qui va nous donner des éléments sur les enjeux climatiques et puis lui aussi nous donnera des pistes plus concernant les risques et l'adaptation à l'incertitude. Donc je te laisse la parole, Iliane. Ouais. Voilà, si vous m'entendez bien, on y va. Je vais commencer par vous exposer cette figure du Haut Conseil pour le climat et vous souligner les trois choses qu'on vous dit jamais en réalité sur le changement climatique. Le changement climatique est vu aujourd'hui beaucoup comme une question morale, c'est-à-dire je dois réduire mes impacts pour regarder les accords de Paris, donc faire ma part. Sauf que, effectivement, comme Jérôme l'a souligné, il y a un aspect systémique lié à la crise climatique et en particulier, il y a des contraintes qui s'imposent. La première chose que l'on ne vous dit jamais sur le changement climatique, c'est ça. C'est que le changement climatique a une caractéristique, c'est son irréversibilité. Si demain matin, on arrêtait d'émettre le moindre gramme de CO2, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de pétrole, de gaz, de charbon brûlé, ou qu'on arrêtait la consommation du viande complètement, eh bien, on resterait dans le climat actuel, c'est-à-dire un climat qui a déjà pris au niveau mondial 1,3 degré en plus. En particulier, vous voyez sur cette figure du Haut Conseil pour le climat, trois générations de Français, l'une née en 1950, l'autre née en 1980 et la dernière née en 2020. Vous voyez que la génération née en 1950 n'a connu au cours de sa vie environ que 1 degré de différence, quand la génération née en 2020 connaîtra potentiellement 4 à 5 degrés de différence par rapport à l'année de sa naissance. C'est-à-dire que générationnellement, cette irréversibilité climatique va créer un clivage générationnel important et donc des perceptions, des changements de perception, notamment de l'évolution de la demande, très brutaux et très rapides. Vous voyez également trois scénarios climatiques. Le scénario bleu, le scénario tout en bas des climate sweeps, c'est le scénario où on maintient le changement climatique sous les 2 degrés, d'accord? Et vous voyez que en fait, ça reviendrait à avoir un climat très très similaire à celui qu'on a en 2022, plus chaud quand même. Un scénario orange, le scénario d'émission intermédiaire. Le scénario d'émission intermédiaire, c'est le scénario si chacun des États tient ses objectifs liés à l'accord de Paris. Ça nous mènerait en réalité, enfin, aux différentes COP, ça nous mènerait à ce qu'on appelle la France 4 degrés, d'accord? Donc c'est 3 degrés d'élévation du niveau planétaire mondial et 4 degrés en France, puisque la France et l'Europe se réchauffent plus rapidement que la surface de la planète en général et que d'autres continents. Ça nous mènerait du coup en France à une augmentation autour de 4 degrés de réchauffement, donc une augmentation très importante.
Et il y a le scénario rouge, qui est le scénario forte émission, qui est le scénario business as usual, qui nous mène à des températures en France de l'ordre de 6 degrés. Donc, en fait, un scénario catastrophe ou un scénario qui serait un prolongement du statu quo actuel, avec en plus des retours en arrière sur les objectifs pris et les engagements pris par les États et les entreprises. C'est un scénario où, en fait, la France devient, en tout cas, l'habitabilité de la planète est très, très remise en cause, ce qui est également le cas pour le scénario orange. Mais à chaque degré de plus, en fait, on est dans des conditions non linéaires, donc on augmente énormément les impacts. C'est le deuxième aspect, justement, qui est assez peu abordé sur la question du changement climatique. Le système climatique n'est pas un système linéaire, c'est-à-dire ce n'est pas plus vous mettez de CO2, plus vous augmentez la température. C'est le cas entre deux seuils, ce qu'on appelle point de bascule. Une fois qu'on dépasse un point de bascule, on se retrouve avec une augmentation qui va devenir non linéaire. Ici, sur la figure que vous avez à votre écran, vous avez l'évolution du niveau de la mer en France, d'après le GIEC, entre 1900 et 2100, donc un historique et des projections. Vous retrouvez les trois scénarios climatiques que je vous ai présentés sur la slide précédente. Donc, on rappelle, le bleu, on tient le 2 degrés, le orange, France 4 degrés, et le rouge, business as usual. Et vous voyez un autre scénario qu'on appelle scénario à faible probabilité et fort impact, qui correspondrait en fait à la rupture d'un point d'équilibre, c'est-à-dire une désintégration d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest sur lesquelles les scientifiques ne savent pas à quel niveau de réchauffement ça se déclenche et qui produirait une élévation du niveau de la mer doublée par rapport au scénario business as usual. C'est-à-dire qu'en fait, si on comprend le système climatique, c'est un système qui marche par seuil. Ces seuils correspondent à des systèmes bien définis. Ça peut être la forêt amazonienne aussi et sa savanisation. Ça peut être le permafrost, qui est un exemple assez régulier de point de bascule climatique. Et en fait, en réalité, si on dépasse collectivement le 2 degrés, nous avons énormément d'incertitudes sur le déclenchement de ces points de bascule. C'est écrit texto dans les rapports du GIEC, et c'est pour ça qu'en 2000, que l'objectif 2 degrés a été défini. C'est parce qu'en dessous du 2 degrés, les scientifiques estiment qu'il y a une probabilité faible de déclencher des points de bascule, et au-delà du 2 degrés, il y a des probabilités fortes de déclencher ces points de bascule, mais entre les laboratoires, on a des difficultés à s'accorder sur le niveau de réchauffement. Est-ce que c'est 2,5 degrés? Est-ce que c'est 2,1 degrés? Est-ce que c'est 3 degrés? Par exemple, la désintégration d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest, et donc une augmentation très importante du niveau de température et de d'élévation de la mer. Et chose extrêmement importante, et là on rentre directement dans le cœur qui intéresse notamment les entreprises ou n'importe quel porteur d'infrastructure, c'est qu'en fait, les conditions dans lesquelles vous avez dimensionné vos activités économiques ne reviendront plus jamais. Ça, c'est la conséquence de l'irréversibilité climatique. Sur cette figure, vous voyez par exemple une habitation qui est occupée pendant 40 à 100 ans, ou une installation industrielle. Et vous voyez que le dimensionnement de ces installations-là sont faites en général sur les conditions météorologiques passées. D'accord? C'est exactement la même chose sur les infrastructures publiques, les routes, etc. Sauf qu'en fait, la suite, vous voyez exactement cet exemple aussi avec un chêne planté en 1980 ou un pin planté en 2000 ou une production agricole. En fait, la suite de la vie, que ce soit de mon habitation, de mon installation industrielle, de mes locaux, de ma production agricole ou au niveau national de mes puits de carbone va évoluer dans un climat qui est complètement différent de celui dans lequel on l'a pensé, on l'a dimensionné. Et donc, c'est que le changement climatique est un choc des rythmes très important. Par sa vitesse, il va remettre en cause une partie très importante des activités économiques et de la viabilité, notamment des ressources sur lesquelles ces activités économiques sont supportées, ce qu'on appelle le substrat biophysique de l'économie. Et donc, avec ces trois éléments, on peut essayer de comprendre, de replacer l'activité d'une entreprise au sein de cette problématique climat-énergie enrichie de ces dimensions d'irréversibilité, de non-linéarité et de choc des rythmes. Le premier carton, il est très simple. Vous avez une entreprise, elle va avoir un impact sur le système climatique. Elle émet des émissions de gaz à effet de serre, elle va utiliser des terres et donc générer peut-être en partie de la déforestation et ce type d'activité. Toutes les entreprises consomment de l'énergie, ce qui signifie que toutes les entreprises ont un impact sur le système climatique et sur les autres limites planétaires. Il est possible de les quantifier, c'est tout ce qui a à voir avec la décarbonation. Là, c'est ce qu'on va voir, nous, plus en particulièrement sur cette partie. Une entreprise, elle est aussi impactée du coup par la physique et par le monde dans lequel elle se trouve. Ce sont les risques physiques liés au changement climatique.
on le verra, un changement climatique fort, c'est des vagues de chaleur beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus intenses. C'est aussi une accélération du cycle de l'eau, c'est-à-dire à la fois des sécheresses plus fréquentes, plus intenses, parce que plus d'évaporation et plus d'évapotranspiration, mais également des précipitations aussi extrêmes, plus intenses et plus fréquentes et moins difficilement anticipables. Donc, il y a les deux éléments de ce cycle de l'eau qui correspondent à l'accélération. Plus d'eau dans l'atmosphère, donc des précipitations beaucoup plus importantes, et donc moins d'eau dans les sols, dans les nappes et dans nos cours d'eau. Et donc, une entreprise qui prend en compte l'intégralité de la dimension climatique doit prendre en compte les risques qu'elle va subir. De même, l'entreprise peut avoir un impact positif sur ces deux éléments. Elle peut atténuer son empreinte carbone, c'est-à-dire limiter ses émissions de gaz à effet de serre, c'est la décarbonation, très simplement, ou tout ce qui va dans le sens de la réduction de sa dépendance aux ressources fossiles et sa limitation de sa consommation d'énergie plus largement. Et la question qu'on va voir ici, c'est la question de l'adaptation, c'est-à-dire limiter les risques physiques qui vont toucher l'entreprise. Et Jérôme en a très justement touché un mot au début, il y a la question des risques de transition. Les risques de transition, c'est d'un côté, qu'est-ce qui se passe pour ma chaîne de valeur, pour mon activité, pour mon business model, si j'ai des ressources fossiles qui se contractent, et donc une fluctuation beaucoup plus importante de mes coûts énergétiques, ou comment je réagis à un empilement réglementaire ou à une augmentation très importante des exigences pour me conformer aux 2 degrés? Et quelles sont aussi les pertes de marché que je peux avoir si je ne suis pas dans une trajectoire de décarbonation suffisante? En réalité, on a un parallèle assez fort entre la question de la décarbonation, de l'atténuation et la question de l'adaptation. Sur la question de l'atténuation, en général, on peut avoir 4 étapes très simples. Je mesure mon empreinte carbone, je fais mon bilan carbone. Ça commence à être un enjeu qui est très bien intégré par la plupart des entreprises, qui commence à l'être. Je peux optionnellement en étape 2 faire une analyse de cycle de vie sur le produit qui a le plus d'impact carbone pour avoir aussi l'intégralité des impacts de mon activité sur d'autres dimensions, l'eutrophisation des eaux, la destruction de la biodiversité, etc. En étape 3, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan d'action pour limiter mon empreinte carbone et tenir, moi, ma version de l'objectif de degré, c'est-à-dire en fait un objectif de degré pour mon secteur. Je vais réduire, pour dire un élément assez rapide, 80% de mon empreinte carbone. En tout cas, c'est un objectif qui est celui de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Et je vais automatiser et suivre mon empreinte carbone. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez simple. J'intègre dans mon entreprise une nouvelle comptabilité, qui est une comptabilité carbone et plus largement une comptabilité environnementale, qui peut être retraduite ensuite en comptabilité financière, en fixant notamment, par exemple, un prix du carbone interne. Et quand je veux construire une entreprise résiliente, j'ai aussi besoin de prendre en compte les enjeux liés au risque physique. Donc, la première chose que je vais faire dans ce cadre-là, c'est que je vais essayer de réaliser un panorama global des risques qui touchent mon entreprise. Comment je fais? Eh bien, je fais une analyse de risque climatique, c'est-à-dire que je vais prendre un expert ou moi-même, je vais faire tourner les modèles climatiques et je vais faire un exercice de prospective sur l'impact des vagues de chaleur sur mon activité, l'impact des inondations, l'impact des sécheresses sur tout mon business model. Je peux également, si j'ai un site en particulier particulièrement important, particulièrement vulnérable, particulièrement touché, réaliser une analyse locale de l'exposition, voir par exemple l'effet d'eau de chaleur urbain et ce genre d'éléments. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de tout retraduire dans une métrique pour définir un plan d'adaptation permettant de limiter le niveau de risque et l'automatiser, avoir du coup une version globale qui permet d'intégrer au sein de l'entreprise la contrainte liées aux effets du changement climatique et au risque physique. Je vous donne rapidement, pour aller très vite, une équation qui traduit ce qu'est un risque climatique. Un risque climatique, c'est la conjonction de 2 choses. Une exposition à des facteurs externes, ça c'est comment le climat va évoluer selon la géographie. Ce sont ce qu'on appelle les aléas climatiques, des vagues de chaleur, sécheresse, inondations, vents violents, etc. C'est des choses qui en fait peuvent être modélisées par des climatologues ou en tout cas des personnes ayant la capacité d'aller manipuler les données climatiques ou simplement en ayant accès, en ayant regardé ce que nous donne pour la France les projections climatiques, notamment avec la plateforme DRIAS. La distribution géographique va impacter, une entreprise n'aura pas la même exposition parce qu'elle n'aura pas la même localisation géographique de ces sites d'une entreprise à l'autre. C'est une analyse géographique locale qu'il faut mener. Et la caractéristique qui est hyper importante, qui n'est pas une caractéristique climatique, c'est la caractéristique de vulnérabilité.
c'est la conjonction de la sensibilité et de l'aménagement. Je ne reviendrai pas trop sur ces éléments-là, mais grosso modo, pour aller très vite, une personne âgée est une personne plus vulnérable qu'une personne en bonne santé face aux vagues de chaleur. Ça, c'est une caractéristique de sensibilité. Et l'aménagement, c'est par exemple, si on va assez vite, c'est un bâtiment sera d'autant plus vulnérable aux vagues de chaleur s'il n'est pas bien isolé pour aller très très vite. Et en fait, l'analyse de risque climatique, c'est tout ranger dans ces différentes boîtes. Et donc, la résilience climatique du système, ça intègre l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire limiter la fréquence et l'intensité des aléas. On peut relocaliser une certaine partie des activités, notamment liées à l'élévation du niveau de la mer, par exemple. On peut jouer sur la réorganisation du système en tant que tel pour limiter la sensibilité de son entreprise aux effets du changement climatique. Et on peut faire de l'adaptation climatique, c'est-à-dire jouer sur l'aménagement, jouer sur la vulnérabilité, jouer sur les caractéristiques, en fait, qui vont exacerber ou non la résistance à un aléa climatique en tant que tel. Et je vais vous donner un exemple très important, très simple, en fait, d'un aléa climatique, les vagues de chaleur, qui va toucher toutes les entreprises et toutes les activités économiques. Je vous mets ici sur ce graphique les 46 vagues de chaleur qu'on a observées entre 1947 et 2022. Et je vous le donne en mille, la moitié sont observées depuis 2010. Ça veut dire qu'en fait, on a une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur. Vous avez sur votre droite, sur l'axe des abscisses, excusez-moi, la durée en jours de ces vagues de chaleur. Donc, par exemple, la vague de chaleur de 2003, elle a duré 15 jours. Et vous avez la température associée à ces vagues de chaleur. Chaque épisode de vague de chaleur est représenté par une bulle. Donc en 2003, c'est 15 jours à peu près de vague de chaleur, 17 jours et 30 degrés de température. Et ce qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe lorsque on augmente, on se projette dans l'avenir climatique. Si on se retrouve dans un scénario de 2 degrés à la fin du siècle, on a ces boules rouges que vous voyez apparaître à l'écran, c'est-à-dire des vagues de chaleur, du coup, il y en a beaucoup plus, mais on reste dans un cadran autour de... Et on a déjà des vagues de chaleur exceptionnelles de 1 mois qui pourraient arriver. Mais on est sur un scénario RCP de 6, c'est-à-dire changement climatique, scénario bleu, sous les 2 degrés. Et si on regarde par contre la conséquence d'une France au-dessus de 4 degrés, c'est-à-dire le scénario rouge, business as usual, eh ben on se retrouve avec ça. C'est-à-dire, en fait, vous auriez des vagues de chaleur assez régulières, toutes d'1 mois environ, et des vagues de chaleur au minimum, et des vagues de chaleur de plus de 2 mois qui dépasseraient largement les 30 degrés, nuit et jour. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe dans un scénario où on prolonge le statu quo. Et de fait, cet impact des vagues de chaleur, il va toucher tout le monde professionnel. Il va notamment être exacerbé par ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain en ville, c'est-à-dire en fait, la ville est bétonnée et donc elle va retenir la chaleur en surface. C'est l'effet îlot de chaleur urbain, c'est dû à notamment la couleur des sols, les matériaux utilisés dans la construction, la faible circulation de l'air, etc. Et en fait, ça va être un impact qui va être partagé largement par toutes les catégories professionnelles du monde du travail. Ici, je vous ai mis un rapport récent de l'ONG Oxfam qui a catégorisé les différents métiers les plus exposés à une température élevée. Vous voyez notamment les ouvriers qualifiés, les travaux publics, donc tout le BTP qui est impacté très fortement par des conditions d'impossibilité de travailler dans ces périodes de vagues de chaleur et donc de façon beaucoup plus fréquente, tout le monde agricole, les maraîchers, viticulteurs, jardiniers, et en fait, tous les corps de métier sont touchés, en particulier s'ils sont en extérieur. Et donc ça veut dire que sur l'intégralité de votre chaîne de valeur, vous allez avoir des impacts climatiques, des vagues de chaleur simplement, que vous n'avez peut-être déjà pas anticipé. Et vous mettez peut-être vous-même dans vos entreprises déjà à contribution des ouvriers qualifiés et donc du travail en extérieur. Le travail en intérieur aussi, donc le travail de bureau, va lui aussi être impacté. Si vous avez un bâtiment mal isolé, vous ressentez plus les vagues de chaleur. Si vous avez une climatisation, eh bien vous allez avoir des augmentations très importantes du coût de l'utilisation de ces climatisations parce que carboné et parce que augmentation de la consommation électrique. Et donc, vous allez avoir des pertes à anticiper si vous ne vous adaptez pas. Et donc, c'est ça tout le travail d'une démarche d'adaptation, c'est de réaliser ce diagnostic-là, ce diagnostic de prospective par rapport aux éléments que j'ai présentés ici, donc les risques climatiques exacerbés. Tu veux prendre la question ou je la donne?
Vas-y. Donc, l'idée, c'est si vous avez des idées, vous, dans le chat, des différents exemples d'autres risques systémiques qui pourraient toucher la majorité des entreprises. Je vous ai donné l'exemple des vagues de chaleur parce que c'est peut-être un risque climatique le plus partagé. Est-ce que vous avez d'autres exemples, vous, de ces différents corps de métier ou des différents risques qui vous ont impacté à l'avenir ou que vous anticipez dans votre activité? Pendant que je vous laisse réfléchir et mettre, je commenterai les différents messages pour le chat. Je vais proposer un petit propos un peu de conclusion, ou en tout cas de synthèse des éléments qu'on a vus avec Alexandre, Jérôme et moi. Grosso modo, l'idée pour intégrer la systémique d'une entreprise, dans le cadre simplement de la question climatique, c'est avoir les deux choses en même temps. Un plan de management du carbone ou un plan en fait pour atténuer son empreinte climatique. Et en même temps, il faut une feuille de route adaptation-résilience, c'est-à-dire intégrer à la fois moi, mon impact sur le climat pour me débarrasser, pour limiter l'impact des risques de transition, un, et deux, avoir aussi un plan pour adapter mon entreprise, c'est-à-dire limiter l'impact des risques physiques. Et donc, tout ça, ça passera par les différentes méthodologies qui existent, mais aussi analyser l'intégralité de ma chaîne de valeur sur ce prisme-là, comment je peux atténuer mon impact et comment je peux adapter le fonctionnement actuel de mon entreprise et est-ce qu'elle est à risque. Et donc, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une vision transformative, c'est qui peut aussi aller avec ce qu'on donne généralement sur l'adaptation, sur l'entreprise régénérative. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place une gouvernance, une comptabilité pour les enjeux de durabilité, développer, comme Jérôme l'a très bien expliqué, un nouveau modèle d'affaires qui soit adapté aux limites planétaires et qui permette aussi d'aider à l'intégration d'autres secteurs dans ces limites planétaires et avoir du coup une offre de circularisation maximale de son offre et de ses marchandises. Et tout ça ne peut être bien entendu qu'accompagné avec un soutien au changement de culture, donc de la formation, toujours de la formation sur ces enjeux de résilience climatique, sur ces enjeux de limites planétaires ou de frontières planétaires au global et de sensibilisation à ces enjeux-là. Je vois du coup une réaction sur les risques hop, Catherine. Catherine. Toute entreprise dépend du numérique. Les serveurs sont parfois hébergés bien loin de l'entreprise, donc soumis à des risques qu'on ne peut pas anticiper. Par ailleurs, la fabrication d'appareils électroniques est gourmande en eau, donc la sécheresse, CF Taïwan 2020, T1, et ont des impacts forts potentiellement sur tout type d'entreprise. Ouais, ça c'est très vrai. C'est un risque qui va notamment avec toutes les questions qu'on se donne un peu en France de réindustrialisation. Aujourd'hui, la réindustrialisation française, elle va dans le bon sens, puisque en fait, on a désindustrialisé notre pays de façon extrêmement importante depuis les années 70. Sauf que tous les plans de réindustrialisation sont des plans qui sont très, très technologisés. C'est aller en fait dans la concurrence mondialisée sur avoir en fait des avantages compétitifs sur le tech et malheureusement, ces plans de réindustrialisation ne prennent pas en compte, n'intègrent pas notamment la question de l'eau et la question de l'eau pas uniquement en France. En particulier, si vous voulez avoir beaucoup de véhicules électriques, sans limiter la taille de ces véhicules électriques et en remplaçant uniquement le parc de ces véhicules électriques, eh ben, il va falloir prendre beaucoup de lithium. Et ce lithium, vous le trouvez au Chili en particulier et qui est soumis à des épisodes de stress hydrique extrêmement importants qui vont avoir comme conséquence d'arrêter la production de façon très régulière et beaucoup plus régulière à l'avenir. Donc effectivement, il y a ces éléments-là très importants à prendre en compte, c'est-à-dire est-ce que la transition que je vais faire ne va pas me placer dans un autre écueil, est-ce qu'on ne va pas substituer en fait un extractivisme fossile qui a des impacts très forts sur le changement climatique à un extractivisme métallique qui a aussi des impacts peut-être moins importants que l'impact sur le climat, mais qui va être contraint notamment par l'accélération du cycle de l'eau. Je vois ici question de logistique des entreprises impactées par les inondations. Oui, ça aussi, tout à fait, effectivement. On a une augmentation des précipitations extrêmes en fréquence et en intensité sur certaines régions géographiques. Et vous avez également, du coup, ce déplacement qui va provoquer des impacts forts parce que les entreprises, parce que les infrastructures en général ne sont pas dimensionnées pour subir des précipitations et des crues beaucoup plus intenses que pour lesquelles elles étaient dimensionnées par le passé.
Et donc, il y a une analyse géographique à faire sur l'exposition à ces inondations, à ces précipitations extrêmes, etc. Donc, merci beaucoup, Eliane. Merci à tous les deux. Je vais passer un petit peu à ce que l'on pourrait apporter, à ce que Connection Leadership peut apporter en termes de solutions face à ces enjeux. Ce qu'on peut retenir déjà de ce que vous avez dit tous les deux, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit d'origine économique, pour des raisons d'approvisionnement ou pour des raisons de géopolitique, ou pour que ce soit pour des raisons de dérèglement climatique, finalement, c'était le principal axe qu'on a vu. Les entreprises sont soumises à de nombreux risques et que pour faire face à ces risques, qu'ils soient économiques ou climatiques, il y a des solutions qui sont des solutions d'adaptation pour supporter ces risques, et puis des solutions d'atténuation donc, qui permettent de diminuer ces risques. Et que ça, c'est ce sur quoi, finalement, il y a des plans d'action à mettre en place et sur lesquels il faut évidemment pas attendre pour se pencher dessus. Donc, comment Connection peut aider là-dessus? Là, on a quelques étapes du changement par John Cotter. En fait, on peut aider à créer le changement. Donc, je ne vais pas insister trop sur cette slide-là, mais vous pourrez la revoir en replay notamment pour voir quelles sont les différentes étapes de création d'un changement et pourquoi finalement Connection Leadership peut accompagner à chacune de ces étapes, que ce soit de la sensibilisation, de la mesure d'un état actuel, euh, que ce soit la réflexion de l'entreprise sur sa stratégie ou jusqu'à sa communication à l'externe et à l'interne sur les solutions qu'elle choisit et sur sa vision. Et puis sur la définition de stratégie et d'ancrage de nouveaux comportements. En fait, Connection Leadership, en tant qu'acteur de la transformation, on intervient à toutes ces étapes-là pour sensibiliser, créer une nouvelle vision, réussir à communiquer sur cette nouvelle vision, définir des stratégies et faire en sorte que cette stratégie soit traduite en action sur le terrain. Donc, on peut à la fois présenter une offre de formation qui permet d'intervenir à chaque niveau de maturité de l'entreprise sur le traitement de la RSE. Vous êtes une organisation qui n'a pas ou peu d'actions, vous souhaitez sensibiliser des salariés, on peut intervenir. Vous avez déjà entrepris des actions et là, on vous aide à organiser cette transformation, à nommer des responsables en interne et à les former. Et puis, vous pouvez être déjà dans des projets qui sont assez matures, finalement, et avoir envie de former d'acquérir une certaine expertise en interne sur les différents enjeux de la transition. Donc, il y a des programmes pour ça. En tout, on a sur la partie formation 45 programmes de formation au catalogue avec une approche vraiment conseil. C'est-à-dire que avec nos clients, il y en a beaucoup avec qui on construit des programmes de formation qui vont convenir aux différentes étapes du changement qu'on a vu juste avant, de la partie stratégie qui peut être faite avec un programme qu'on a appelé la flamme, euh, puis la partie sensibilisation des collaborateurs avec des programmes assez grand public comme peuvent être les fresques, et puis des programmes plus spécifiques sur le leadership de la transition et de l'adaptation, ou encore des formations plus techniques sur la décarbonation, sur comment, en tant qu'entreprise, je peux mettre en place des, euh, des enjeux pardon, des mesures sur le traitement de la biodiversité, par exemple. Et puis, on a Olivier Minico qui fait aussi partie de Connection Leadership, effectivement, qui nous parle de la thématique CSRD, qui est une thématique très, euh, entre guillemets, urgente pour la plupart des entreprises aujourd'hui, puisque la CSRD, c'est un changement de législation au niveau européen et qui va concerner la plupart des entreprises dans les prochaines années sur le reporting à faire dans les entreprises. Et ça, c'est une exigence réglementaire qui nécessite de nombreuses transformations en interne
à la fois sur le reporting, mais aussi potentiellement sur la façon de faire du business. Donc ça, ce sont des changements importants que l'on peut accompagner aussi. On a le dispositif également de diagnostic RH transition écologique qui peut être mobilisable pour des PME en particulier et qui consiste à faire un diagnostic sur votre état des lieux, enfin c'est un diagnostic, un état des lieux sur les enjeux de RSE et de transition écologique dans votre entreprise et de voir quelles compétences vous allez devoir développer pour pouvoir délivrer votre plan de transition pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous fixez. Il y a un gros enjeu, évidemment, comme ça a été répété par Jérôme et par Eliane, à adapter les compétences, adapter l'organisation à des objectifs que vous allez vous fixer en matière de RSE et de transition écologique. Ce diagnostic-là est très bien fait pour cela. Et on accompagne déjà de nombreuses PME sur le sujet. On accompagne des ETI et des grands groupes également sur les sujets de transition écologique. Et puis, je termine généralement sur pourquoi se lancer dès maintenant. Je pense que ça a été suffisamment répété, mais ça coûte rien de le répéter de nouveau. Finalement, pourquoi se lancer direct tout de suite dans une démarche de transition? Ça peut tout d'abord avoir des impacts financiers directs. Puisque si vous mettez en place des mesures de sobriété pour diminuer votre impact, vous pouvez faire des économies d'énergie, par exemple. Si vous mettez en place des mesures d'efficacité, elles peuvent demander des investissements, mais qui derrière peuvent avoir aussi des diminutions de dépenses au quotidien. Donc il y a potentiellement pour vous un impact financier direct, il y a un impact au niveau du marché pour répondre à de nouvelles attentes de vos clients, pour avoir de l'avance sur la concurrence, plutôt que de la suivre, simplement la suivre. Ça va vous permettre d'éviter de perdre des clients, d'éviter de perdre des parts de marché. Il y a les enjeux de la réglementation. Là, j'ai évoqué le sujet de la CSRD. Il y a un tas d'autres réglementations qui sont en permanente évolution et qui vont être de plus en plus exigeantes. Donc là, prendre de l'avance, là encore, ne pas perdre de temps, être ambitieux pour répéter le message de Jérôme sera bon pour respecter les réglementations de demain. Et puis, il y a aussi, tout simplement, si vous voulez avoir simplement pour votre raison d'être ou pour avoir un affichage à l'extérieur qui est celui d'une entreprise à impact, euh, eh bien, ce sera toujours bénéfique à mettre en avant auprès de vos clients, auprès de vos différentes parties prenantes, auprès de vos futurs employés. Aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup plus de facilité à retenir leurs salariés si on sent qu'on a une entreprise qui s'engage socialement ou pour le climat. Ce sont des arguments importants pour recruter et pour garder les personnes sur le long terme. Donc voilà pour pourquoi se lancer aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des réactions par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser. Euh, Jérôme et Yann, n'hésitez pas non plus si vous voulez faire une dernière petite, passer un dernier message. Mais sinon, le webinaire s'arrête là. Et d'ores et déjà, je vous dis un grand, grand merci à tous pour votre participation active pour certains. Ça a été très intéressant d'avoir vos partages, Catherine, Julien, Alexandre, sur ces éléments-là. Alors, on a rajouté ta dernière slide résume tout parfaitement. Bien, bonne journée à tous. Si. Merci Julien, bonne journée. Merci à toi Olivier pour ta participation. Et donc à très bientôt avec un nouveau webinaire.